Votre invité aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Marc Fiorentino. Bonjour Marc. Bonjour David. Merci d'être là, associé, toujours associé, plus que jamais chez Mon Financier. Et meilleur placement maintenant, on a changé de nom. Ah pardon. Ça y est, oh là là. Depuis hier, non, c'est pas grave. Depuis hier. Depuis hier, donc. Meilleur placement. Le meilleur, éditorialiste aussi chez BFM Business. Bon, vous suivez l'actualité en 24 heures, comme d'habitude avec Trump en 24 heures. Il nous dit qu'il n'exclut pas que les discussions avec la Chine durent 1 an. Il dit, pourquoi pas après la présidentielle américaine. Et puis le lendemain, il nous dit que les négociations se déroulent très très bien. On se dit qu'on pourrait être habitué, mais on a quand même recorrigé lundi, mardi pour repartir de l'avant. Ça me rappelle cet été, on a déjà eu ça cet été. On avait eu sur la Chine, on va tout taxer, boum, ça avait baissé légèrement. Les marchés sont toujours Trump-dependent. Toujours Trump-dépendant les marchés quand même. Finalement, pas du tout. Vous trouvez pas ? Je vais vous dire non. Oui, à très court terme, parce que je suis en train de commencer à travailler sur le bilan de l'année 2019 et puis de se projeter en 2020, c'est la saison. Hein. Et puis au jour le jour. Et puis au jour le jour, oui, mais si on regarde la tendance globale, la hausse des marchés, une hausse de plus de 25%, avec un événement finalement, genre on va reparler de la guerre commerciale, mais sûr. Quand on fait le film de l'année, on se dit finalement il y a eu un seul événement dans l'année. Banque centrale. C'était la déclaration du patron de la Banque centrale américaine qui a décidé de baisser ses taux. C'était en janvier. Qui en décembre 2018 nous dit on va continuer à les monter et qui en janvier dit finalement non. Et en fait, on pouvait plier les gaules à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il s'agissait de... ce jour-là, on avait la performance de l'année et ce qu'on peut se dire quand même, c'est que les banques centrales... Je suis d'accord d'un point de vue politique, on va y revenir. D'un point de vue marché, oui, ça crée des micro-mouvements, mais ça ne crée pas de tendance. La tendance, elle vient des banques centrales. Alors, ce qui est intéressant dans ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, c'est passionnant. Hein. Et juste, je vous coupe, on reste 2 secondes sur les banques centrales, puisqu'on y est. Donc, à ceux qui disent, c'est surtout l'action des banques centrales qui fait que le marché a pris 25%, bah oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas les banques centrales. C'est la banque centrale américaine. C'est encore plus délirant que ça, parce qu'on parle de globalisation, de mondialisation, et c'est toujours les États-Unis qui donnent le tempo. Et donc, c'est cette déclaration de janvier, de début d'année, et je m'en veux. Parce que je me dis, finalement, on est passé à côté. Cette déclaration-là, elle aurait dû faire qu'on se dise, pour l'année, c'est terminé. On est tranquille, il ne se passera rien. C'est-à-dire qu'on a quelque chose de phénoménal. On a un indice d'incertitude politique qui n'a jamais été aussi élevé. Hein. On parle de la destitution de Trump, on parle de la guerre commerciale, on parle de l'Amérique latine, on pourrait en parler pendant des heures. Il y a donc un indice d'incertitude qui est au plus élevé depuis sa création, ça veut dire plus de 20 ans. Et pour autant, les marchés sont plus hauts. Voilà, donc on voit bien qu'il y a une anesthésie générale. Ça interpelle, c'est comme une bizarrerie, une anomalie qui doit interpeller. La réponse, c'est la Fed. La réponse, c'est l'argent, c'est-à-dire, d'ailleurs, David, vous suivez ça de près, vous voyez les fonds qu'on appelle global macro. C'est quoi les fonds global macro? C'est des fonds spéculatifs, des hedge funds, qui déterminent les tendances en fonction de la macroéconomie. Ils sont totalement plantés. Toutes les stars qui ont fait ma jeunesse et mes rêves ont arrêté de gérer de l'argent les uns après les autres et gèrent leur propre fortune. Ils ont fait fortune, donc il n'y a pas à s'inquiéter pour eux, parce qu'ils ne font pas de performance, parce qu'ils font une performance moyenne pour l'année d'à peu près 5%. 5%, quand les marchés font 25%, on est mort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le contexte actuel, tant qu'on a des banques centrales qui anesthésient, qui mettent sous morphine, pour pas dire sous coke, les marchés financiers, vous avez en fait une déconnexion totale, mais totale, entre la macroéconomie, qui reste passionnante à étudier au quotidien, mais qui a zéro impact sur les marchés financiers. Et ça, pour moi, qui connais les marchés depuis plus de 30 ans, c'est un changement radical, total. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se dire l'économie mondiale ralentit. Sauf que la Banque centrale américaine a rétropédalé, il n'y a plus rien à attendre en termes de... Elle ne peut pas en faire plus aujourd'hui. Ouais, mais si demain il y a un ralentissement, vous avez 2 chiffres du chômage qui sont mauvais aux États-Unis, on aura une nouvelle baisse des taux. Ils ont quand même de la marge. La différence entre la Banque centrale américaine et la nôtre, c'est que nous, on est en taux négatif et qu'on sait maintenant, on le sait, on ne va pas rentrer dans ce sujet-là, on sait que les taux négatifs ont un effet qui est un effet pernicieux qui commence à devenir très dommageable. Eux, ils n'en sont pas là. Hein. Ils ont encore énormément de marge. Ils n'ont pas des taux à zéro. Le 10 ans américain, il est à 1,80. Voilà, donc ils peuvent encore baisser de 1,80%, ils peuvent baisser les taux courts. À court terme, on revient sur la guerre commerciale, Marc. Le 15 décembre,
C'est une date importante pour les marchés le 15 Très décembre. importante. Parce que je me tue à le dire tous les jours, parce qu'on s'en approche. Il y a la grève aujourd'hui, ok, très bien. D'ailleurs, c'est le seul jour où on ne parle pas de grève aujourd'hui ici, parce que tous les jours on a fait des sujets sur la réforme des retraites. On s'est dit, tiens, il y en aura chez tout le monde, on va faire différemment aujourd'hui. Le 15 décembre, le président américain, il doit finalement décider et plus menacer. Parce qu'il doit dire oui ou non s'il y aura sur ces 160 milliards de dollars d'importations chinoises qui vont toucher, je le répète, jusqu'à présent c'était des produits de consommation intermédiaire. Là, ce sont des produits qui seront payés, d'électronique notamment, payés directement par Mr. Smith. Alors c'est Trump, hein. C'est-à-dire que Trump, le 15 décembre, ça peut devenir le 15 janvier, et puis c'est comme le Brexit, hein. Et puis le 15 janvier, ça viendra le 30 mars. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter sur le 15 décembre, si je peux me permettre. Donc c'est pas une date importante. C'est une date importante, mais qui sera repoussée. C'est une date importante. Alors, il y a deux sujets. Il faut savoir à qui s'adresse Trump. C'est ça qui est très intéressant. En fait, il n'est pas si fou que ça, hein. Il s'adresse à deux populations. Il s'adresse d'abord, il y a le sujet commercial et il y a le sujet politique. Voilà. Donc le sujet commercial, ils veulent des deux côtés. D'ailleurs, les Chinois ont aussi cette schizophrénie. Parce que d'un côté, il y a Hong Kong, il y a les Ouïghours, il y a des sujets qui fâchent. Et ils ont totalement séparé les deux sujets. C'est-à-dire que d'un côté, ils se disent, bon, écoute, on se déteste. On est d'accord sur rien, mais on a besoin les deux d'un accord commercial. Donc il y aura accord commercial, parce qu'il n'y a pas le choix. Et de l'autre côté, ça sera un accord commercial, ils appellent ça phase 1. Voilà, ça dit bien ce que ça veut dire, hein. C'est phase 1 de l'accord commercial. On arrête la surenchère. On arrête la surenchère, on calme les marchés, on calme les inquiétudes des investisseurs, et puis on essaye de remonter un peu l'économie chinoise, qui quand même, ça c'est un autre sujet, va très mal. Et puis de l'autre côté, vous avez un sujet politique avec un bras de fer, où Trump, s'adresse aux républicains de la Chambre, les républicains de la Chambre, sa majorité dont il a besoin pour les élections, qui est très anti-chinoise. Donc il faut faire des trucs pour Hong Kong, pour les Ouïghours, pour tout ça. Donc ça, c'est très important. Et puis de l'autre côté, vous avez la Chine, qui, elle, reste bien évidemment ancrée politiquement sur son intégrité territoriale et l'absence d'ingérence. Donc vous avez l'impression que c'est schizophrénique. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le commercial, on continue à négocier, il ne se passe rien. Et puis de l'autre côté, il se tape dessus politiquement. Mais il faut le croire ou pas quand Trump il dit au final... ça ne me dérangerait pas qu'on signe un accord après la présidentielle. Il faut le croire pour une raison très simple, c'est qu'il regarde en arrière et il se dit, depuis que j'ai lancé tout ce truc-là... Le marché a pris 20%. Le marché a pris 25%. L'économie américaine ne ralentit pas. On nous promettait une récession. On l'a répété combien de fois qu'il allait y avoir une récession. Il n'y a pas de récession. La croissance économique a même été révisée à l'aise. Et eux, ils sont dans la panade, parce que ce qu'on ne dit pas... Ils sont à 6% affichés, donc ils doivent être à 4,5. Voilà, ils ne sont pas à 4,5, ils sont à mon avis à 2,5, et ils sont ils sont en taux de croissance qui est extrêmement basse. Ils sont dans une situation catastrophique d'un point de vue financier, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun jus pour faire de la relance, compte tenu... En termes de déficit public, ils sont où? Je pense pour moi... Le problème, ce n'est pas un problème de déficit public, si je peux me permettre. C'est un problème de surendettement de toute la chaîne d'acteurs économiques de la Chine, du gouvernement jusqu'aux régions, en passant par les banques. On a un tiers aujourd'hui, selon les dires des Chinois, donc ce n'est pas une analyse externe, des établissements de crédit chinois qui sont considérés par les Chinois comme high risk. C'est-à-dire qu'ils sont à deux doigts de se casser la figure. Donc il se dit, Trump, c'est un garçon basique, hein, il se dit, dans cette première partie de match, je les ai pas mis Je les ai pas mis KO, mais j'ai marqué tous les points. Donc si ça devait durer un an de plus, ça sera un peu ennuyeux pour les marchés, mais moi je suis en position de force. Ça empêcherait, ou pas d'ailleurs manifestement, peut-être pas, les marchés de continuer leur progression, mais parce qu'on a quand même cette idée qu'il n'y a pas de consolidation. C'est quand même fou d'avoir quand même, on a pris 700 points en 3 mois sur le CAC 40, sans aucun retracement, si ce n'est la mini-crise de 2 jours qui a été quasiment pour moitié effacée en 36 heures. Je pense que, j'ai envie de vous dire, c'est la Fed, et c'est la Fed, et c'est encore la Fed. C'est-à-dire que tant qu'on continue à distribuer massivement de l'argent et qu'on a encore du potentiel, on peut avoir des accidents, on n'est pas à l'abri d'une correction, mais j'ai l'impression, je regarde en arrière, pour l'instant je n'ai pas d'anticipation et je ne me permets pas de jouer à ça pour l'instant, mais je regarde en arrière et je me dis en fait finalement, j'ai étudié tous les événements qui se sont produits, je me suis posé des questions sur le Brexit, sur la guerre commerciale, et puis finalement je me suis dit, mais tout ça a été balayé, c'est la Fed qui a fait le marché. Et la Fed a fait un marché, une hausse de 25%, et elle a encore du potentiel pour baisser ses taux d'intérêt. Et si les pour l'instant, elle nous dit wait and see. Oui, bien sûr, elle ne va rien dire d'autre, parce qu'elle veut garder toutes ses armes dans la manche. manche. En même temps, l'économie américaine a 2% de croissance, elle n'a pas besoin de nouvelles baisses de taux, pardon. Hein. Oui, mais elle n'avait pas besoin des 3 précédentes. Hein. On a eu 3 baisses des taux quand même. De milieu
de cycle. Ouais, d'accord. On a eu 3 baisses de taux, donc elle les a fait alors qu'on n'avait pas besoin. Ça n'empêcherait pas d'en faire 2 de plus, même si elle n'en a pas Il n'y avait besoin. pas besoin de les faire, pour vous? Non, il n'y avait pas besoin de les faire du tout. Il n'y avait D'un point de vue économique. aucun intérêt. Et je pense que là, vraiment, il a cédé à la pression. À la fois des marchés, à la fois de Trump. Les deux. Hein. À la Il s'est pression, pris le- à la pression des marchés, à la pression de Trump, et puis le fait de se dire, j'ai en Europe des taux négatifs, tout le monde baisse les taux, j'ai une marge de manœuvre, c'est pas très grave de baisser 3 fois des taux d'intérêt. Ouais. Et Après, comme de toute façon, il n'y a pas, Ouais. il y a pas de résurgence pour l'instant de l'inflation, Ouais. bon, donc il n'y a pas de sujet. après, ce qui a surpris les marchés en début de semaine, c'est l'ouverture de nouveaux fronts. Oui. Les marchés s'attendaient, encore une fois, à avoir cet accord de phase 1. Mmh. Et ce qui a surpris, c'est voilà, un front commercial avec l'Argentine, avec L'Argentine, le Brésil, le avec Brésil, l'Europe, avec la France. l'Europe, avec la France sur la fameuse taxe GAFA. Encore une fois, voilà. Et là, on se dit, ce sujet avec les Européens n'est pas clair. Hein. Il a pu taxer les voitures allemandes, Il l'a pas fait européennes. encore. Il ne l'a pas encore fait, ça fait un mois, il a rien fait. Il y a comme le conflit entre Airbus et Boeing, il y a encore une fois la taxe française sur le numérique. Ouais. C'est sa stratégie. Les marchés n'ont pas, en tout cas, pricé l'ouverture de nouveaux fronts. C'est sa stratégie. Sa stratégie, c'est toujours, d'abord, c'est de casser le multilatéralisme. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que j'essaye de casser les blocs. Il n'attaque pas l'Europe, il attaque la France. Il prend l'excuse de la taxe GAFA. Il n'attaque pas l'Amérique du Sud ou le Mercosur. Il attaque le Brésil et il attaque l'Argentine. En bilatéral. Donc il attaque en bilatéral des pays, excusez-moi pour la France, mais qui sont faibles. D'accord. Et il reste quand même très prudent sur des pays très forts. Pour l'instant, il n'a rien fait contre l'Allemagne. Rien. Zéro. Pourtant, l'Allemagne, il gueule sur l'Allemagne toute la journée. Et l'Allemagne, il a des raisons de gueuler sur l'Allemagne. Mais il ne fait rien du tout. Ouais. Après, encore une fois, donc l'année est faite. On se dit que l'année est faite, maintenant ça y est. Je ne suis pas prévisionniste à une semaine. Franchement, je me suis tellement planté cette année parce que je n'avais pas vu du tout la hausse de 25%, pour être tout à fait honnête. Je pensais qu'on allait faire 10-15% au mieux et qu'on allait ensuite temporiser. Et je n'ai pas envisagé la puissance de l'impact de cette coque monétaire qu'on Oui, continue mais à quand il y a de la injecter au coke, après, il y a les quotidien. lendemains de coke, pour ceux qui ont essayé, Ouais, ou lendemain de cuite. Enfin, là, je vous laisse parler, vous êtes on a plus de en connaissances. spécialiste. Mais... Ouais, en quantité, c'est plutôt vous. Hein. Mais non, quand on regarde les résultats des entreprises, moi je suis basique aussi. Ouais. Mais il faut pas. Enfin, pour l'instant. On a des résultats d'entreprises qui sont dans le rouge, qui sont en baisse. Et moi je me dis, pour le commun des mortels, qui se dit, le CAC 40 est au plus haut, alors il faut mettre le dividende réinvesti, etc. Dividende réinvesti, on est au plus haut historique. Bien sûr. Hein. On a des entreprises qui ont des profits qui sont en baisse, les marchés sont au plus haut. David, si votre C'est point. pas sérieux. Et je reviens sur la désynchronisation. Il y a une décorrélation totale. Ouais. Totale. Décorrélation totale entre les marchés, la macroéconomie. Mais et ça ne peut que se finir mal, et la Marc. microéconomie. Marc, ça va se finir mal. Oui, mais je vais vous dire une chose. Rappelez-vous, moi, la grande leçon du passé et de mon âge avancé, décembre 96, la Banque centrale parle d'exubérance irrationnelle. Alan Greenspan. Décembre 96. Décembre 96. Le crack a lieu en mars 2000. En mars 2000. Ouais. Décembre 96, mars 2000. Entre-temps, le Nasdaq fait x3 ou x4. Donc, c'est-à-dire que, si vous voulez, on est dans une situation aberrante depuis plus d'un an et demi. Donc, ça fait depuis Donc plus on est d'un en bulle. On est. Oui. je pense qu'on est en bulle, oui. Je pense qu'il ne faut pas Sur les avoir actions, peur. sur Il les ne faut actions. pas avoir peur Parce que quand des je pose la mots. question à plein d'économistes, Oui, notamment Patrick Artus, que j'adore, qui vient souvent ici, il me dit oui, mais les actions, Oui. c'est quand même ce qu'il y a de moins C'est ça, survalorisé. et puis les gérants vous disent oui, mais si on regarde la moyenne historique des PER, de machin, des trucs, bon, on trouve toujours un chiffre pour dire qu'on n'est pas en bulle. Mais on est très clairement en bulle. Sur les actions, on est très clairement en bulle. Mais à partir du moment où on est dans une situation où on a des taux qui sont négatifs et que le raisonnement général, c'est de dire comme j'ai zéro d'un côté, il faut que je trouve quelque chose qui me rapporte de l'argent. Évidemment, ce qui me rapporte de l'argent, c'est les actions. Ouais. Je dis qu'on est dans une situation de bulle, mais le propre d'une bulle, C'est qu'elle peut durer. mais bien sûr, et que c'est qu'elle continue à gonfler Jusqu'au jour où elle éclate. jusqu'au jour où elle éclate, mais on n'y est pas encore. Mais on n'y est pas encore. Après, il y a aussi cette idée que. Là, c'est marrant parce que quand on pose la question, effectivement, aux experts, ils disent oui, mais le marché action est le moins survalorisé parmi tous. Et Quand puis- on parle par et puis rapport ils vous aux disent l'Europe immobiliers, est aux moins cher que obligations. les États-Unis, puis machin. Bon, Non, mais ouais, c'est pipeau, ça veut dire que finalement, c'est vrai qu'on raisonne en absolu, mais aussi en relatif. On peut dire qu'en relatif, le marché action est le moins c'est ça. bullesque, le moins survalorisé, pardon pour le Exactement. néologisme, Exactement. de tous les marchés quand on compare par rapport aux Tant obligations, par qu'on rapport à a l'immobilier, des par rapport taux négatifs, tant qu'on a une absence d'alternative. On achète de des actions placement, pour des mauvaises raisons. On achète des actions pour Parce des qu'il y a le mauvaises dividende et parce qu'il y a l'espoir de plus-value. Alors, c'est pas des mauvaises raisons, parce que bon, il y a d'abord Parce les qu'il y a rien dividendes. d'autre, parce qu'il y a Et rien d'autre. Voilà, parce qu'il n'y a pas d'alternative. Hein, c'est le fameux TINA. TINA. Ouais, je le vois venir. There is no alternative. On connaît l'acronyme. Hein. Ouais, après, les esprits chagrins, il y en a. Hein.
pas vous évidemment, mais vont vous dire la hausse des marchés s'est faite sans vraiment volume, sans grand volume, des faibles volumes et concentré sur le luxe, sur Safran, sur l'aéronautique, sur un peu de Dassault, un peu de. Je suis d'accord. Il y a des signaux. Si vous voulez, quand on réécrira l'histoire a posteriori, comme on l'a fait sur tous les cracks, on dira mais il y avait des signaux, il y avait ce signal-là, ce signal-là, ce signal. Il y a une tonne de signaux rouges. Allez, allez. Non, mais il y a ça, il y a les valorisations de certaines valeurs, il y a l'accumulation de liquidité, c'est-à-dire la prime à la liquidité, qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde se précipite sur les mêmes valeurs, c'est les mêmes valeurs qui montent. Ouais. Il y a des bonnes raisons, c'est peut-être une bonne raison pour LVMH, peut-être une bonne raison pour que Apple vale 1200 milliards de dollars. Enfin, c'est quand même une concentration de richesse sur les mêmes valeurs. Même chose, ouais. D'accord ? Donc, on a plein de signaux. Avec une hausse avec des volumes faibles, moi je trouve ça inquiétant. C'est un autre signal. Après, la question, c'est à un moment, il faut faire un choix. C'est-à-dire que vous vous dites, soit je passe ma vie, et c'est ce que je fais depuis quelques mois, à regarder le train passer. Et je reste à quai. Moi, je suis à quai depuis plus de 6 mois à regarder le train passer. D'accord ? Parce que je suis de l'ancienne école qui pense qu'à un moment donné, la réalité rattrape voilà. les marchés. Ok, donc c'est le cas. Donc je partage l'avis de ce que vous appelez les esprits chagrins. J'en fais partie. Je suis liquide à titre personnel. Donc voilà, je m'engage. Et en sachant que j'ai tort. C'est-à-dire qu'en sachant que cette situation, elle peut durer 6 mois, 1 an et demi. Ensuite, la question... 6 mois, 1 an et demi. Oui, la question, c'est qu'est-ce que vous faites ? C'est-à-dire, vous vous dites, aujourd'hui, je continue à expliquer qu'il va se mettre à pleuvoir un jour. Et puis, comme toujours, quand on dit qu'il va pleuvoir un jour... Ça va arriver un jour. Ça arrive un jour. Et je manque toutes les opportunités. Parce que des opportunités, cette année, il y a eu des opportunités absolument incroyables. Donc, il va retourner sa veste quand le CAC sera à 8000. Non. Et là, il se prendra la porte de saloon in the tronche. En tout cas, ce n'est pas moi qui le ferai. Parce que moi, je vais rester sur ma situation. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis dans cet esprit-là, la question, c'est est-ce qu'on est en décembre 96 ? En 97, en 98, en 99 ou en janvier 2000, 2 mois avant le crack. Est-ce qu'il y avait un crack boursier parce qu'il y avait des survalorisations qui étaient hallucinantes, avec des taux qui n'étaient pas à ce niveau-là. Oui. Des taux qui n'étaient pas à ce niveau-là. Absolument. La situation, rien n'est comparable avec rien. Mais je veux dire, on avait énormément de signaux forts. Dans les autres signaux qu'on a pu oublier ? Dans les signaux actuels. Avant qu'on non, mais je peux vous en parler, toute la macroéconomie. On voit dans les ISM, indices ISM d'activité, on voit que c'est en train de se stabiliser. Oui, mais les marchés, c'est la dérivée seconde, je ne vous l'apprends pas. C'est qu'on ça s'arrête de se détériorer dans l'industrie. Prenez le rapport de l'OCDE, le dernier. Mais c'est comme la cavalerie, ils arrivent après tout le monde. On parle de 3% à 2,9% pour 2019. 2020, on passe de 3,4% à 2,9%. Oui, mais ça, c'est... le monde... Je parle des indicateurs spontanés qu'on a eus là depuis quelques jours, quelques semaines. Que la croissance économique mondiale ralentisse à 3%, c'est quand même un événement majeur. Que l'Inde passe de 8% de croissance au premier trimestre de 2018 à 4,5%. 4,5% ce trimestre. Ce n'est pas un non-événement. C'est un événement majeur. On ne peut pas dire, quand elle est à 8%, l'Inde, c'est la locomotive du monde avec la meilleure croissance. Quand elle est à 4,5%, c'est un non-événement. Que la Chine soit confrontée à une situation telle qu'elle avale des couleuvres sur Hong Kong, les Ouïghours, et qu'elle n'ose rien dire. C'est qu'il y a un truc qui cloche. C'est qu'il y a quand même des événements. Que l'Amérique du Sud, l'Amérique latine, même les bons élèves comme le Chili, je ne parle pas que du Venezuela et de l'Argentine, mais le Chili, la Bolivie, sont en train de traverser une crise sans précédent. Ça, c'est autant d'éléments, j'ai envie de vous dire, qui, à mon époque, pour faire les vieux cons, auraient provoqué un krach boursier dans la semaine. C'est des non-événements. Ouais, Pourquoi ? Parce qu'on arrose le marché de liquidité. On y vient. Donc la clé, elle est dans la main de Jérôme Powell. La clé, elle est vraiment dans la main. Elle n'est même plus dans la main de la BCE. La BCE, elle est hors circuit. Elle est dans la main de la BCE dans le sens, elle n'est pas totalement hors circuit parce que on voit très bien le projet de Christine Lagarde. Le projet de Christine Lagarde, c'est la relance budgétaire. C'est le bon vieux truc à l'ancienne. C'est ce que font les Japonais depuis 20 ans qui n'a jamais marché. C'est-à-dire, on a tout essayé au niveau des taux. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ouais. Donc, ça a marché, ça a stabilisé la situation. Il n'y a pas de banque en faillite, mais la Banque européenne... Ça évite de faire péter l'euro et ça permet à beaucoup d'États, notamment l'Italie, d'être solvables. Sauf que maintenant, si on veut relancer la machine, on nous explique qu'il faut faire de la relance budgétaire, des trucs des années 80. Mais c'est sympa, ça revient, c'est comme les modes. C'est pour financer de la transition énergétique, c'est des infrastructures numériques. Pas vous.
Non, mais vous savez très bien que c'est pas comme ça qu'on fait, surtout en situation d'inégalité, de tension politique. Vous savez qu'on fait pas de l'infrastructure, on donne de l'argent aux gens qui gueulent dans la rue. C'est pas ça. Ça se termine comme ça, c'est sûr. Bah que... oui. Juste, dernier point, c'est le revenu. Je lisais ce matin, notre amie Marianne Pi dans le revenu, elle disait un truc intéressant. Elle disait que sur les PER, sur les valeurs de croissance, on est sur à horizon 2020. PER sur l'Eurostoxx, valeur de croissance, on est sur du 20. Sur les valeurs des côtés, on est sur du 10. Et c'est du jamais vu d'avoir autant. Ah bah oui, donc là encore un truc. C'est une prime à la liquidité. Alors c'est paradoxal, genre, pour une seconde. Pourquoi se précipiter sur des valeurs liquides si on n'a pas peur de l'avenir? Ça n'a pas de sens. En fait, on se précipite vers des valeurs liquides parce que les gens sont schizophréniques. Ils se disent, d'un côté, je veux être sur le marché, mais d'un côté, le jour où il y aura la fin de partie, je veux pouvoir sortir. Et voilà, voilà où on en est. Un peu d'espoir pour finir là-dessus. Voilà. Ah mais il y a plein d'espoir partout. Mais la vie est belle. Non mais l'espoir, c'est que la Fed va nous piloter tout ça dans le meilleur des cas s'il n'y a pas de dérapage ailleurs. On parlera juste après de la dette américaine, la dette des entreprises américaines, juste après avec Laurent. Disons une chose importante, la Fed a une marge de manœuvre encore. Nous, on est bloqués. C'est ce qui nous donne un peu de... C'est ce qui donne du 1 an et demi, 2 ans devant nous. C'est ce qui donne de l'espoir. Moi, je ne parle pas pour moi, hein. Ça me convainc pas. Mais s'il est hacké, le pauvre, la marque, il est monté dans le train. Ouais, moi, je regarde le TGV passer, bon, ça va, c'est sympa. mais c'est ce qui donne énormément d'espoir à tous les investisseurs. Allez, on en reparlera tranquillement quand vous reviendrez. Toujours sympa de discuter avec lui, entre copains. Merci Marc. Marc Fiorentino, donc associé chez Meilleur Placement. Absolument. Pas que je me trompe, éditorialiste sur BFM Business. Merci Marc.